le 12 février 1945, précisément à 16h47 de l'après-midi, dans les collines boisées, près d'Épernay, en France. Un fantassin américain de 22 ans, nommé Jack Big Gam, était allongé à plat contre la terre froide. Il était tireur d'élite, au sein du 2e bataillon du 3e régiment d'infanterie, faisant partie de la 4e division d'infanterie de l'armée des États-Unis. L'air de fin d'hiver était chargé de l'odeur de la poudre et du pain humide. Dans ses mains reposait un fusil Springfield M. 304, l'arme de tireur d'élite standard américaine de la guerre, mais avec un détail très inhabituel. La lunette montée dessus n'était pas de qualité militaire. C'était quelque chose qu'il avait fabriqué lui-même. Ses camarades s'en étaient moqués quand ils l'avaient vue. Une lunette fabriquée à partir d'un microscope médical cassé. Un anneau d'acier provenant d'un détonateur d'artillerie allemand démantelé pour la maintenir en place. Des molettes marquées à la main par des encoches au crayon. Cela avait l'air absurde amateur. Il l'appelait un jouet. Ils disaient que Jack était délirant. Certains disaient même qu'il finirait par se faire tuer en jouant à l'ingénieur, sur le champ de bataille. Mais 27 secondes plus tard, ces mêmes hommes virent un char allemand Panzer IV positionné à plus de 1200 Wullbild, c'est-à-dire environ 1100 mètres s'embraser soudainement. L'explosion résonna dans la vallée. Ce n'était pas de l'artillerie, ce n'était pas une frappe aérienne, c'était un homme, une balle et une lunette faite maison. Ils ne rirent plus. Voici la véritable et incroyable histoire de Jack Red Big Gam, le soldat américain, que l'on raillait pour avoir inventé sa propre optique de tireur, jusqu'au moment où il s'en servit pour changer le cours d'une bataille. C'est une histoire de doute d'innovation et d'un tir impossible qui entra dans l'histoire. Plan griffonné dans la boue, à l'hiver 1944, alors que la dernière grande offensive allemande, connue sous le nom de bataille des Ardennes, faisait rage dans la région. Les hommes de la 4e division d'infanterie de l'armée américaine étaient froids, épuisés, et progressait lentement vers l'est. Au début de février 1945, le front avait avancé dans la région Champagne-Ardenne, du nord-est de la France. Là, dans les collines ondulantes et les forêts denses, près d'Épéranne, le 2e bataillon du 3e régiment d'infanterie, simplement appelé 23, s'était vu confier une tâche ardue, sonder et affaiblir les défenses allemandes, retranchés juste au-delà du versant de Boadin Ridge. Parmi eux se trouvait un jeune fantassin discret, nommé Jack Big Gam. Il venait de Marshall au Kansas, une ville agricole de moins de 10 000 habitants, avant la guerre. Jack n'avait jamais tenu une arme au combat. Il était mécanicien de métier, bricoleur de tempérament. À 19 ans, il avait été apprenti chez son oncle dans un atelier de réparation de montres. Il pouvait remonter un chronomètre les yeux fermés et des mains fermes, ajustant les micro-engrenages avec une telle précision que les clients plus âgés plaisantaient. Il doit avoir des nerfs d'acier. Quand Jack fut appelé sous les drapeaux au printemps 43, ces mêmes compétences le firent remarquer à Fort Benning. Lors de l'entraînement au tir, il impressionna ses instructeurs non seulement par son coup de fusil, mais par sa méthode. Il compensait la dérive et la hausse sans qu'on lui dise comment faire. Il estimait les distances dans sa tête en utilisant les arbres, les lignes de clôture, même les ombres. Mais faute d'un programme de tireur d'élite formel et avec si peu de lunettes disponibles, Jack fut affecté comme fantassin ordinaire. Au moment où la bataille des Ardennes prit fin en janvier 1945, l'armée commençait à réaliser qu'elle manquait de tireurs d'élite bien entraînés. Beaucoup de ces lunettes, comme le modèle Weaver 330C, étaient cassées, embuées ou tout simplement disparues.
Le ravitaillement était difficile. Dans la 23, il n'y avait que 3 fusils à lunettes pour l'ensemble du bataillon. Jack vit dans ce problème une opportunité. Début février, stationné près d'Epernett, Jack demanda discrètement la permission de visiter l'hôpital de campagne du bataillon. Là, il récupéra un microscope cassé, un modèle américain Bosch & Lomb fêlé pendant le transport. Il prit le tube de lentille et le transforma en viseur optique. Pour les supports de montage, il récupéra un anneau d'acier provenant d'une douille de 80 mm allemande détruite. Pendant 2 nuits, il a soudé l'IMEI et équilibré l'engin sur le canon de son Springfield M1903 A4 standard. Lorsqu'il le montra à sa section, ils éclatèrent de rire. « On dirait que ça a sa place à la foire scientifique », dit l'un d'eux. « Hé, Big Gam, tu vas diagnostiquer un germe ou tirer sur un Bosch », plaisanta un autre. Même le sergent de peloton le rejeta d'un haussement d'épaule. « Ce n'est pas réglementaire. Ne viens pas te plaindre quand ça se brisera au premier coup. » Mais Jack ne broncha pas. Il croyait en cet outil parce qu'il l'avait construit lui-même. Il en avait testé la portée dans les bois, juste à l'ouest de leur campement, en suivant les lignes d'arbres et en mesurant la régularité. La lunette n'était pas parfaite. L'image avait une teinte bleutée. La lentille se rayait facilement et le zéro dérivait selon la température, mais ça fonctionnait, ça grossissait, ça s'alignait, et surtout c'était la seule lunette dont il disposait. Il ne cherchait pas à être un héros, il voulait être utile. Dans la hiérarchie de l'armée américaine en 1945, l'innovation venait généralement d'en haut. Jack Big Gam allait prouver le contraire parfois. En temps de guerre, les avancées les plus cruciales naissent non pas dans des laboratoires ou des usines, mais dans la boue, sous le feu et entre les mains d'un jeune homme discret qui refuse de se contenter du matériel standard. 1200 yards de doute. Jack Bragg Gam n'avait jamais demandé la permission de fabriquer sa lunette. Il savait mieux. Dans l'armée, l'improvisation n'était pas encouragée, sauf si elle venait des hautes instances. Mais ce qu'il demanda discrètement, respectueusement, ce fut du temps. Du temps la nuit, du temps seul, du temps pour fabriquer quelque chose de mieux que ce qu'on lui avait fourni, c'est-à-dire rien. Pendant ses premières nuits de février 1945, Jack travailla sous la toile, juste au-delà de la lisière ouest d'Epern. Il enveloppait son matériel dans de la toile de jute et du tissu huilé pour étouffer le bruit des outils en métal. Sa lampe de poche était enveloppée de cellophane rouge, volé dans le kit de signalisation d'un infirmier. Il tenait des notes dans un minuscule cahier, calculant les distances, la dérive au vent transversale et les réglages pour les variations de température. Il était méthodique, obsessionnel, concentré. Il démonta le tube du microscope en 3 composants principaux, l'objectif, la bague de mise au point et l'oculaire. Puis, il fixa le système sur la culasse du Springfield à l'aide de 2 anneaux faits main serrée avec des boulons récupérés. Le réticule vertical, essentiellement une croix, fut peint à la main à l'aide d'un seul brin de fil retiré d'un câble de téléphone de campagne, étendu sur un anneau de ciment dentaire. Ce n'était pas joli, mais c'était précis. Chaque soir, après le crépuscule, Jack se rendait à une clairière connue sous le nom de Red Hill, nommée non pour le sang, mais pour la terre, riche en fer. Là, il s'entraînait. Il installait des casques rouillés sur des poteaux de clôture à différentes distances. D'abord 200 yards, puis 400, puis 6. Chaque nuit, il reculait un peu plus. Il prenait des notes, mesurait l'angle de chute, suivait la tenue de la lentille faite maison dans le froid. La lunette s'embuait légèrement dans l'air glacial, mais il trouva une solution: appliquer un film mince de savon
à l'intérieur du verre, puis le polir. Ça fonctionnait suffisamment bien. Jack parlait rarement aux autres pendant ses exercices. Il savait où il allait. Certains le regardaient de loin, amusés. D'autres l'ignoraient. Son sergent de peloton le réprimanda sévèrement une fois. « Tu gaspilles des munitions que nous n'avons pas. » Jack ne répondit qu'une fois. « Monsieur, je les ramènerai propres. » Le 10 février, les rapports de renseignement de la division confirmèrent une augmentation des mouvements de blindés allemands, près du Böa de Line en particulier des modèles, identifiés comme Panner K, Wagen 4. Ces chars, souvent abrégés en Panzer IV, avaient été l'épine dorsale des divisions blindées allemandes pendant la majeure partie de la guerre. La version la plus courante dans ce secteur était le Führung Hotel, ou variante H, équipée de canons de 71 mm à haute vélocité et d'un blindage frontal épais allant jusqu'à 80 mm. Pour un fantassin, se retrouver en plein air face à un Panzer signifiait la mort. Les solutions habituelles étaient l'appui aérien, l'artillerie anti-char ou les bazookas tirés à courte portée. Un fusil, même un fusil de tireur d'élite, n'avait aucune chance face à un char. Mais Jack ne comptait pas perforer le blindage. Il avait étudié les plans du Panzer IV. Il connaissait l'agencement. Il savait que le pont moteur à l'arrière abritait les bouchons d'arrivée de carburant, souvent laissés à nu lorsqu'on ravitaillait à la hâte. Il avait vu plus d'une fois des bidons de carburant de rechange attachés à l'arrière des colonnes blindées allemandes. Procédure standard facile d'accès, mais aussi vulnérable. S'il pouvait viser ça, pas la coque, pas la tourelle, mais une cible molle et non protégée, il ne détruirait peut-être pas le char sur le coup, mais il pourrait le mettre en feu, le forcer à s'arrêter, contraindre l'équipage à en sortir, semer la pagaille. Cela suffirait. Son plan n'était pas fou. Il était calculé, mais personne n'y croyait. Pas encore. Avec l'ennemi avançant au 11 février 1945, le 2e bataillon du 3e régiment d'infanterie avait progressé jusqu'aux abords du Böa de Line, une parcelle forestière dominant une vallée peu profonde, près de la rivière Mahn. La 4e division d'infanterie avait pour ordre de percer les lignes allemandes, d'affaiblir les dernières poches de résistance et de sécuriser les hauteurs pour l'offensive du printemps vers l'Allemagne. Mais quelque chose clochait. Des éclaireurs signalèrent une augmentation du trafic blindé le long d'une piste qui serpentait la lisière des bois. Elle était étroite, boueuse et largement invisible depuis les airs, parfaite pour faire circuler des chars sans attirer l'attention. Le renseignement le confirma. Au moins 3 Panzer IV étaient embusqués le long du bord ouest de la forêt, alternant les gardes toutes les 6 heures. Les Allemands se préparaient à tenir position. Ce matin-là, lors d'un briefing de commandement, le lieutenant-colonel Harris se tourna vers ses chefs de section et fit une demande inhabituelle. Il voulait un tireur d'élite, en position au lever du jour suivant, quelqu'un de calme régulier et familier du terrain. La mission était simple mais dangereuse, observer et, si possible, perturber les mouvements de véhicules allemands sans engager l'infanterie. Semer la confusion, éliminer des officiers, provoquer un retard. Un nom revint big game. Jack fut convoqué à la tente de commandement, où Harris l'examina comme on inspecte un équipement dont on ne se fit guère. « J'ai entendu dire que tu joues au savant avec un fusil, » dit Harris. « Oui, mon commandant. Tu penses que ton machin peut toucher quelque chose au-delà de 400 yards? » « Je sais que ça le peut, mon commandant. » Harris ne hocha pas la tête. Il ne sourit pas. Il tendit seulement une carte en encerclant un point marqué « Quadrillage 17 Alpha », un bosquet de pins en hauteur à environ 1200 yards des positions allemandes suspectées.
Ligne de visée dégagée, mais un tir long, plus long que le règlement plus long, que la doctrine recommandée. Tu iras avant l'aube. Pas de renfort, pas de bruit, pas de seconde chance. Oui, mon commandant. Cette nuit-là, Jack fit ses bagages légers. Son Springfield avec la lunette Fayette Maison, 40 cartouches de précision triées à la main, pour leur uniformité, une pince coupante, 2 gourdes, une barre de chocolat, pas d'arme de poing. Il ne comptait pas se frayer un chemin au combat pour s'en sortir. Au coucher du soleil, il partit seul, traversant le champ couvert de givre, en direction du quadrillage 17 Alpha. Il atteignit la crête peu après minuit et se creusa une petite fosse sous un pin déraciné. Au-dessus de lui, la lune filtrait à travers un voile nuageux projetant de longues ombres argentées sur les cimes. La nuit était d'un calme mortel. Pas d'insectes, pas de vent, juste le lointain grondement de l'artillerie et l'aboi occasionnel d'une mitrailleuse allemande à l'est. Jack ajusta sa lunette. Il marqua des encoches sur une branche au-dessus de sa position pour suivre le vent changeant. Il mesura les distances à l'aide de poteaux de clôture et de la largeur du fond de vallée. Il revérifia la tension des anneaux de montage. Tout était serré, aligné. Il resta couché immobile pendant près de 6 heures. Juste avant l'aube, une colonne de fumée apparut à l'horizon. Le Panzer avançait lentement, délibérément. Il émergea des arbres et s'immobilisa juste au-delà de la crête. De la vapeur sifflait aux sorties d'échappement. Un membre d'équipage, la tête découverte, probablement le chargeur sorti, et commença à ravitailler à partir d'un bidon externe accroché à la coque arrière. C'était exactement ce que Jack attendait. Une seule erreur, un seul bidon exposé, une seule chance. Il expira lentement. 1200 yards. Une cible pas plus grande qu'une boîte à repas. Moins de 3 secondes de visibilité. Il stabilisa le réticule, son doigt se posa sur la détente. Le monde devint silencieux. La détente qui changea tout. 1200 yards, soit environ 1100 mètres, presque 3/4 de mile, à travers une vallée française boueuse, enveloppée de brume matinale. Pas d'observateur, pas de soutien, aucune garantie, juste un homme, un fusil et une lunette improvisée. Jack Bingham régla sa respiration. Son corps était immobile, mais son esprit galopait. Il voyait maintenant le char nettement encadré dans la lumière froide du matin. Un Panzerkarte, Ausführung, H, allemand, couvert de boue et de givre. Son canon, de 60 mm, pointait légèrement vers le bas, tandis qu'il stationnait au ralenti. Derrière lui, 2 membres d'équipage ravitaillaient à partir d'un bidon fixé à la coque arrière. Il se déplaçait vite, persuadé d'être en sécurité. La ligne américaine était à plus d'1 kilomètre. Personne n'aurait osé tirer d'aussi loin. Les yeux de Jack se plissèrent. Il ne visait ni la tourelle, ni la coque, ce serait du suicide. Le blindage du Panzer épais de 80 mm à l'avant suffisait largement à aplatir une balle de fusil comme une pièce de monnaie. Même avec un Springfield de calibre .30, à haute puissance, l'impact serait inutile. Mais Jack ne voulait pas traverser l'acier. Il visait quelque chose de plus souple, de plus inflammable. Il avait étudié cela. Les procédures de ravitaillement allemandes étaient souvent précipitées, surtout sous pression. Si l'équipage laissait le bouchon mal fermé ou renversait quelques gouttes d'essence près de l'orifice, cela pouvait s'enflammer. Et si le feu atteignait les munitions stockées près du compartiment moteur, alors même une balle de fusil pouvait déclencher bien pire. Il aligna le réticule, un fil de cuivre peint, à la main, traversait la vue comme une croix de lumière. Le vent s'était calmé. Juste une légère brise de l'ouest, peut-être 3000 à l'heure. Il corrigea la dérive un quart de pouce à gauche,
à la bouche du canon, signifiait plusieurs pieds d'écart à cette distance. Il inspira une fois, retint son souffle et pressa la détente. Le recul frappa doucement son épaule. Le claquement du tir se répercuta dans la vallée, et pendant un instant, juste un instant, rien ne se produisit. Puis, cela arriva. Une étincelle, un sifflement, une gerbe de flammes orangées. Le bidon explosa, le premier aspergeant l'équipage de carburant en feu. L'un d'eux hurla. Le second tenta de fuir. Les flammes remontèrent à l'arrière du char, s'accrochant à la grille du moteur, puis rampant vers l'intérieur. Et soudain, avec un bruit semblable à un tonnerre, enfermé dans un tambour de métal, les munitions du Panzer s'enflammèrent. Le char explosa par l'arrière, une boule de feu jaillissant vers le ciel, striée de pain. Big Gam ne bougea pas. Son doigt glissa de la détente. Il observa la fumée s'élever dans la lumière du matin, tandis que la panique éclatait parmi les troupes allemandes voisines, incapables de comprendre ce qui venait de se passer. Certains pointèrent, d'autres se jetaient au sol. Personne ne put localiser la source du tir. C'était trop loin, trop précis. Côté américain, les soldats du 23e regardaient en silence stupéfaits. Ils avaient entendu le coup unique, puis vu le feu, puis l'explosion. D'abord, personne ne parla. Puis un caporal marmonna. « Impossible, c'était pas Big Gam, si. » Un autre répondit « C'est le seul, là-bas. » Lorsque Jack revint dans la lisière des bois des heures plus tard, ses mains étaient gercées par le froid, son visage couvert de terre, son regard épuisé. Et quand il rejoignit le poste avancé, personne ne rit, personne ne se moqua. Ils regardèrent le fusil, puis la lunette, puis lui. Pas de médaille, pas de cérémonie, juste un silence plein d'admiration. Jack Big Gam venait d'accomplir le tir impossible avec un fusil que personne ne jugeait fiable et une lunette à laquelle personne ne croyait. Il ne dit pas un mot. Il n'en avait pas besoin. Quand les moqueries cessèrent, lorsque Jack Big Gam rentra à la base cet après-midi-là, la guerre autour de lui n'avait pas changé. Mais quelque chose d'autre, oui. La façon dont on le regardait, le ton des voix, le silence qui remplaçait désormais le sarcasme habituel. L'homme qu'on appelait autrefois Scope Boy ou Optics Jack marchait désormais parmi eux avec une gravité tranquille, non pas parce qu'il avait exigé le respect, mais parce qu'il l'avait gagné. L'histoire se répandit rapidement. En quelques heures, le lieutenant-colonel Harris reçut un message de l'état-major du bataillon. Des interceptions radio allemandes signalant une attaque présumée d'un tireur d'élite américain contre une unité blindée. Le Panzer, qui avait pris feu numéro de série inconnu, faisait partie d'une force de contre-attaque mobile, destinée à arrêter l'avancée vers l'est de la 4e division d'infanterie. Il n'eut jamais la chance d'y parvenir. Le tir de Jack avait paralysé ce mouvement et, ce faisant, créé une onde de choc. Les équipages de chars allemands commencèrent à changer leur procédure. Les bidons de carburant furent désormais rangés plus loin du pont moteur. Le ravitaillement fut différé jusqu'à ce que les véhicules soient à couvert. Les trappes restèrent fermées, sauf en cas d'absolue nécessité. Ce type d'ajustement ne provenait pas d'une rumeur, il venait de la peur. Le lendemain matin, l'état-major du 23 convoqua Jack pour un débriefing. Les officiers voulaient tout savoir, son procédé, ses calculs, sa lunette. Il l'apporta. L'optique faite main était maintenant noircie par des résidus et le givre. Il expliqua comment il avait utilisé un microscope Bosch et l'homme, cassé, comment il l'avait calibré par marque de référence et essais-erreurs, et comment il avait peint son réticule à partir d'un seul brin de fil
prélevées sur un câble de communication. Ils prirent des notes de vraies notes. Pour la première fois, on l'écouta. Le lieutenant-colonel Harris se pencha en avant et demanda sans détour « Peux-tu enseigner cela ?» Jack n'hésita pas. « Oui, mon commandant. » La semaine suivante, il fut temporairement affecté à la formation au niveau de la division, pas de façon permanente, juste assez pour transmettre sa méthode à quelques tireurs choisis de la 4e division. Ses leçons étaient nimples, mais puissantes, improvisées avec précision, tout mesureux, faire confiance à son instinct, mais le vérifier par des données. L'un des sergents qui s'était moqué de Jack demanda à emprunter la lunette juste pour y jeter un coup d'œil. Jack la lui prêta. L'homme la brandit vers la lumière, fronça les sourcils, puis la lui rendit. « C'est moche, » maugréa-t-il, « mais bon sang, ça marche. » Au camp, la nouvelle dépassa l'unité. Un autre bataillon envoya un coursier pour demander si Jack pouvait démontrer sa technique. Un major de l'état-major divisionnaire se présenta à l'improviste demandant un compte-rendu écrit. Il semblait impossible pour beaucoup d'admettre qu'une lunette bricolée dans les bois, faite de pièces de récupération et de soudure, avait accompli ce qu'aucun fusil de tireur réglementaire n'avait réussi dans ce secteur, arrêter un char, non pas le détruire par la force brute, mais le déjouer par l'intelligence. Jack ne se vanta pas. Il n'était pas fait pour cela. Il resta réservé comme toujours. Il passait ses soirées à vérifier la lunette nettoyer le verrou et passer ses doigts le long du canon froid, comme un mécanicien qui inspecte le moteur d'une voiture. Il savait mieux que quiconque qu'il ne recherchait pas la gloire. Il recherchait la fiabilité. Le fusil, la lunette et le tir étaient redevenus une seule histoire, sa propre histoire. Et bien qu'il n'ait jamais demandé de reconnaissance, l'armée le regardait désormais de près, car dans une guerre de machines et de production de masse, Jack Big Gam avait prouvé quelque chose d'ancien. Parfois l'arme la plus puissante n'est pas ce qu'on vous fournit, mais ce que vous façonnez de vos propres mains. La guerre prit fin, mais l'héritage commença. Le conflit durerait encore 3 mois. En mai 1945, l'Allemagne nazie capitula. Les armes se turent à travers l'Europe. Les villes gisaient en ruines. Les champs, en Champagne, en Normandie et dans les Ardennes, étaient enjonchés d'acier rouillé et les souvenirs s'imprégnaient dans la boue. Pour la plupart des soldats, y compris Jack Big Gam, il n'y eut ni grande cérémonie, ni adieu dramatique, seulement des ordres pliés bagages, rentrer chez soi, tenter d'oublier ou d'expliquer ce qu'ils avaient vu. Jack retourna au Kansas à l'été de cette année-là. La ville de Marshall l'accueillit discrètement. Ses parents avaient laissé son atelier tel qu'il l'avait quitté, mêmes outils, même montre cassée. Un carnet encore ouvert sur la table, marqué au crayon. 3 secondes de dérive, à 500 yards. Il parla rarement de ce qui s'était passé outre-mer. Quand les voisins lui demandaient, il souriait poliment et disait « J'ai fait ma part ». Cela suffisait. Mais le fusil rentra avec lui le Springfield M1934, accompagné de la lunette faite maison, toujours rayée, toujours rafistolée, avec du fil et de la colle. Il resta pendant des années dans une armoire verrouillée, intacte. Dans les années 1950, Jack fut invité à prendre la parole lors d'un rassemblement local de vétérans. Il apporta la lunette et le fusil, non pas pour se vanter, mais pour montrer ce qu'un homme pouvait accomplir avec la bonne motivation et le bon état d'esprit. L'auditoire écouta en silence pendant qu'il racontait l'histoire, pas seulement du tir, mais des moqueries de l'échec de la persévérance. Il conclut par une phrase qui fut plus tard gravée sur une plaque de laiton à côté de son exposition dans le musée régional de l'armée. Ce n'était jamais
à propos de la lunette. C'était à propos de croire que je pouvais fabriquer quelque chose de meilleur, même quand personne d'autre n'y croyait, avec moi. L'armée n'adopta jamais formellement le modèle de Jack, mais son histoire entra dans le folklore officieux du tir de précision d'infanterie. Pendant la guerre de Corée, et même au Vietnam, des instructeurs racontaient, parfois aux nouvelles recrues, l'histoire du garçon du Kansas qui avait construit sa propre lunette et abattu un char. Les détails étaient souvent amplifiés comme dans toutes les histoires de guerre, mais la vérité centrale demeurait la volonté d'un soldat de penser différemment, avait produit une différence mesurable. À la fin des années 1970, un historien militaire étudiant les armes improvisées de la Seconde Guerre mondiale retrouva Jack. Ils parlèrent pendant des heures. Jack lui montra la lunette désormais conservée dans un étui matelassé doublé de flanelle. L'historien prit des notes minutieuses et publia plus tard un chapitre dans un ouvrage peu connu, intitulé « Tools of Last Resort Ingenuity in Combat ». La même année, Jack fit don de la lunette et du fusil au Kansas Military History Center. Ils sont encore là aujourd'hui dans une vitrine, sous une photographie fanée d'un jeune homme à la mâchoire carrée, au regard assuré et aux doigts tachés de graisse. La plupart des visiteurs passent sans remarquer, mais certains s'arrêtent. Ils se penchent, lisent la légende, suivent du doigt les rayures dans l'acier, et à cet instant, ils comprennent. Ce n'était pas l'histoire d'un héros de guerre couvert de médailles et de fanfares. C'était l'histoire d'un mécanicien discret qui refusa d'accepter le mot « impossible ». Jack Big Gam n'a jamais cherché à laisser un héritage, mais il en laissa un pourtant. Comment une balle changea la doctrine? Jack Big Gam ne se considérait pas comme un stratège. Il n'arborait pas d'étoiles sur les épaules, ni ne siégeait dans des salles de planification à tracer des flèches sur des cartes. Il était caporal homme de terrain tireur, aux doigts faciles, qui pensait simplement différemment à propos des outils. Mais parfois, l'histoire est poussée non par des planificateurs, mais par des praticiens. Dans les mois qui suivirent l'incident du Panzer, l'histoire de Jack circula discrètement au sein de la 4e division d'infanterie, finissant par se retrouver dans des rapports d'action et des évaluations de terrain. Bien qu'elle ne fût jamais inscrite comme doctrine officielle, les implications étaient difficilement ignorables. D'abord, l'armée réalisa qu'elle avait sous-estimé le potentiel d'innovation sur le terrain. Jack avait pris des pièces cassées, un microscope abîmé de l'acier, tiré de fragments d'artillerie du fil de récupération, et en avait fait quelque chose de fonctionnel sous le feu. Cela seul constituait une leçon de débrouillardise. Ensuite, il avait identifié un angle tactique aveugle. La plupart des entraînements de tireurs d'élite de l'époque mettaient l'accent sur des cibles d'infanterie, officiers, nids de mitrailleuses observateurs avancés. Peu de gens avaient envisagé qu'un sniper puisse influer sur la guerre blindée. Jack avait démontré que dans des conditions spécifiques, un tir de fusil bien placé pouvait perturber voire détruire un véhicule si l'on ne visait pas le blindage, mais la vulnérabilité qui se trouvait derrière. En réponse, plusieurs comptes, rendus d'après action, recommandèrent d'élargir la formation des snipers, notamment en incluant l'identification des points faibles exposés sur l'équipement ennemi. Une petite clause fut ajoutée à un manuel de campagne d'après-guerre à la fin des années 1940. Le personnel devrait être formé à identifier et exploiter les éléments de soutien, exposer des unités mécanisées lorsque les conditions le permettent. Jack n'y était pas nommé, mais cette phrase naquit de son tir. Troisièmement, le succès de Jack raviva les discussions sur la doctrine du tir de précision elle-même. Pendant la Seconde Guerre mondiale,
l'armée américaine avait pris du retard par rapport aux Soviétiques et aux Allemands dans le développement des compétences et des pratiques de sniper, et l'exemple de Jack contribua à faire évoluer les mentalités, prouvant que l'inventivité sur le terrain pouvait compléter la supériorité matérielle. Les Soviétiques avaient déployé plus de 20 000 tireurs d'élite formés à la fin de la guerre. Les Allemands étaient redoutés pour leur précision et la supériorité de leurs optiques. En comparaison, l'approche américaine était décentralisée, incohérente, et dépendait fortement du matériel disponible à un moment donné. La lunette artisanale de Jack, aussi rudimentaire fut-elle, força les officiers à se poser une question plus profonde. Et si nous donnions aux soldats le pouvoir d'innover sur le front, plutôt que d'attendre des solutions venues d'en haut? Dans les années 1950, l'armée commença à investir plus sérieusement dans la standardisation des optiques et les programmes de formation de tireurs d'élite. Au moment de la guerre du Vietnam, les snipers n'étaient plus une réflexion secondaire. Ils étaient devenus un atout stratégique. Les fusils étaient meilleurs, les optiques plus claires, la doctrine plus affinée. Non, Jack Big Gam n'avait pas bâti tout cela à lui seul. Mais il avait démontré quelque chose d'essentiel, que l'intelligence tactique ne se limitait pas à recueillir de l'information, mais consistait aussi à reconnaître quand le champ de bataille exigeait une adaptation. Aujourd'hui encore, dans les programmes de formation militaire modernes, les soldats étudient les points de vulnérabilité des véhicules. On leur apprend à réfléchir de manière critique, sous pression, à identifier des solutions non conventionnelles et, dans certains cas, à fabriquer du matériel lorsque la logistique fait défaut. Ces leçons ne viennent pas de la théorie, mais d'un homme dans une forêt de France qui refusa de croire que « standard » signifiait « unique option ». Un seul tir, une seule lunette, un seul geste silencieux de défi doctrinal, et de là, une onde qui résonna à travers des générations de tireurs d'ingénieurs et de soldats. Ils comprirent que la précision ne dépend pas toujours de l'outil, mais parfois de la volonté derrière celui qui le manie. Dans chaque guerre, il y a des noms gravés sur des monuments des généraux des batailles, des victoires, des dates. Mais l'histoire se façonne aussi dans des moments plus calmes, sans fanfare, sans manchette, avec une seule décision, une seule invention faite à la main, un seul acte de défi que personne n'avait prévu. Jack Big Gam n'éleva jamais la voix. Il n'écrivit pas de livres, il ne se prétendit pas héros, il ne chercha pas de médailles ni à changer l'armée. Mais son histoire, un homme, un fusil, une lunette improvisée, remet en question notre conception du courage, du talent et de l'innovation sous pression. Son moment ne vint pas dans un éclat de gloire, mais dans le calme, la maîtrise et la conviction silencieuse qu'il pouvait voir ce que d'autres ne voyaient non pas, et atteindre ce que d'autres croyaient impossible. La vérité, c'est que la plupart d'entre nous apprennent à suivre le manuel, à rester dans la ligne, à attendre l'autorisation. Pourtant, chaque avancée de l'histoire, en science en guerre, dans le progrès humain, est née de quelqu'un qui a décidé « ce n'est pas suffisant, je peux faire mieux ». La lunette artisanale de Jack n'était pas seulement une prouesse technique, c'était une déclaration que les idées comptent même si elles semblent ridicules au début, que la persévérance est souvent tournée en dérision, jusqu'à l'instant où elle réussit, que parfois la seule différence entre un échec et une percée, c'est la volonté d'essayer quand même. Pensez au champ de bataille sur lequel il se trouvait, la boue, la peur, l'acier. Un monde où le conformisme vous maintient en vie. Et dans ce monde, un homme muni d'un microscope fendu et d'un anneau d'acier arraché à un éclat ennemi a changé le cours d'une bataille, non pas en suivant les ordres, mais en pensant au-delà d'eux.
Nous vivons aujourd'hui à une époque où la technologie nous entoure, où la précision est calculée, où les outils sont fabriqués en usines numériques parfaits. Et pourtant, l'esprit qui animait Jack Big Gam reste plus pertinent que jamais, parce que nous faisons encore face à des défis que la pensée standardisée ne peut résoudre, des problèmes qui exigent que quelqu'un dise « je vais le construire moi-même, je vais comprendre ». Peut-être que ce quelqu'un, c'est vous. Peut-être qu'on vous a dit que votre idée ne fonctionnerait pas, qu'elle semble étrange, inutile, que personne ne fait ça comme ça. Et peut-être justement que c'est la raison pour laquelle vous devez continuer. L'histoire de Jack nous rappelle que l'innovation n'est pas un département, c'est un état d'esprit. Et parfois le plus petit changement entre les mains d'une personne déterminée peut se propager plus loin que quiconque ne l'aurait imaginé. Un homme, une lentille, une balle, et un moment qui, 80 ans plus tard, continue de nous parler. Et vous, quelle partie de l'histoire de Jack Big Gam vous a le plus touché? Était-ce les rires qu'il a subis, le silence après le tir, ou l'héritage qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il laisse, ou peut-être la question cachée entre les lignes de sa vie: qu'est-ce que vous construiriez si vous cessiez d'attendre la permission? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Votre voix compte. Votre histoire est peut-être la prochaine à devoir être racontée. Et si ce récit vous a ému, partagez-le, parce que quelque part quelqu'un tient sa propre version de cette lunette artisanale, se demandant si elle suffira. Peut-être que votre foi en lui est le tir qu'il attendait. Merci de votre écoute.